Alors la boucle sociale écologique, qu'est-ce que c'est? Je crois que, enfin, tout chercheur qui travaille sur la question écologique aujourd'hui essaye de mettre en relation les systèmes humains, les systèmes sociaux avec les systèmes naturels. Il y a différentes façons de le faire. Vous connaissez certainement dans la littérature les articles qui ont été publiés autour de la notion de planetary boundaries, donc les limites planétaires, 2 articles qui ont eu une répercussion, extrêmement forte dans la littérature académique en 2009 et en 2015, donc sur les limites planétaires. Et si vous connaissez ces articles, vous savez qu'il y a une représentation un petit peu curieuse, je dirais, où vous avez ce que les auteurs appellent un espace sûr pour l'humanité, qui est représenté par un cercle en vert, où l'espace pour l'humanité est censé être donc, où l'humanité est censée être en sécurité. Et puis après, on représente le défi écologique comme le fait de franchir un certain nombre de limites planétaires qui pourraient mettre l'humanité en danger. Vous savez peut-être qu'il y a quelques semaines, ces articles ont été actualisés et qu'on a découvert une nouvelle limite planétaire qui est la question de la pollution, notamment de la pollution au plastique. Donc l'idée, c'est que l'humanité est en sécurité au sein d'un espace dans lequel elle n'outrepasse pas en quelque sorte les limites planétaires de la biosphère, les limites biosphériques, et puis quand elle outrepasse ces limites, elle se met en danger. Le problème de cette représentation, c'est qu'on ne comprend pas l'interaction entre les systèmes sociaux et les limites planétaires. On a le sentiment que tout se passe bien, qu'il y a une humanité qui est homogène du point de vue social à l'intérieur d'un espace, et puis que tout d'un coup, il y a le franchissement d'un certain nombre de seuils. Donc, il y a une deuxième vision qui a pris le relais à partir de 2012, avec les travaux notamment de Kate Raworth, donc de l'économie du donut, qui essaye de représenter l'humanité cette fois dans un couloir qu'elle appelle un espace sûr et juste, qui est pris entre deux seuils, un plancher social, qui sont l'ensemble des besoins essentiels de l'humanité, sous la forme de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, etc. Et puis les fameuses limites planétaires qui agissent comme un plafond écologique. Donc il y a un plancher social, un plafond écologique, et là on a bien l'idée que l'humanité, pour rester en sécurité et pour pouvoir vivre dans des systèmes qui sont justes, doit se situer dans un corridor entre le plancher social et le plafond écologique. Mais cette représentation elle-même me pose un problème parce qu'on n'y comprend pas les interactions sociales écologiques. Moi, je travaille sur la question sociale écologique depuis maintenant plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans, en 2011, j'avais fait paraître un ouvrage qui s'appelait Social écologie et qui avait justement pour ambition de comprendre les interrelations entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques. D'où cette représentation sous la forme d'une boucle sociale écologique qui donc essaye de lier sous vraiment la forme d'une boucle, c'est-à-dire d'un signe qui reprend le signe de l'infini, le cercle social et le cercle naturel, et qui essaye d'identifier des nœuds de connexion entre les deux pour comprendre en fait euh, ce qui peut se passer dans les systèmes sociaux qui peut déclencher des conséquences écologiques et à l'inverse, comment des crises écologiques peuvent avoir un impact social. Et c'est là, en fait, qu'il y a les deux nœuds. Le premier nœud que j'identifie, c'est le nœud instinctif entre la santé des écosystèmes et de la biodiversité et la santé humaine. C'est ce que j'appelle le nœud de la pleine santé, c'est-à-dire le fait que si on dégrade notre habitat, on finira par détruire notre santé, ce qui est, à mon avis, l'enseignement fondamental de la crise du Covid, à la fois pour la santé biologique et pour la santé mentale. Si on détruit la biodiversité et les écosystèmes, on finira par détruire la santé humaine. Et j'imagine que vous avez vu les deux études qui viennent de sortir il y a quelques semaines sur les origines du SARS-CoV-2 et sur la responsabilité désormais clairement établie du marché d'animaux vivants de Wuhan. Vous savez qu'il y a eu un débat pendant tout un moment entre le fait de savoir que si ça provenait d'un laboratoire de haute sécurité ou si c'était une zoonose qui avait eu lieu en milieu naturel. Et donc on pense qu'en fait c'est dans le marché d'animaux vivants de la ville de Wuhan qu'a eu lieu la contamination, peut-être d'ailleurs directe entre la chauve-souris, fer à cheval, et l'espèce humaine. Donc, on pense que la contamination a été directe, en tout cas, qu'il est possible qu'elle ait été directe sans qu'il y ait d'hôte intermédiaire, ce qui éclaircirait le fait qu'on n'a toujours pas trouvé cet hôte intermédiaire. Donc, on a un lien parfaitement clair entre la destruction de la biodiversité et les écosystèmes et la santé humaine. Et l'autre nœud que j'identifie, c'est le nœud entre les inégalités sociales et la transition écologique pour montrer que c'est un nœud à double sens, c'est-à-dire que plus le monde
va être en crise du point de vue écologique, plus les inégalités sociales vont exploser. Et à l'inverse, plus on va réussir à contenir les inégalités sociales et plus on a de chances de mener à bien des politiques de transition écologique. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de la crise des Gilets jaunes. Si vous voulez faire des politiques environnementales, par exemple de fiscalité environnementale, il faut absolument intégrer la question des inégalités sociales. Et ça nous amène directement à votre sujet, qui est la question des villes, puisque les villes sont évidemment des espaces de justice et d'injustice, et qu'il est inconcevable d'imaginer une transition écologique urbaine sans prendre en considération la question des inégalités spatiales, des inégalités sociales, des inégalités environnementales et de leur interaction. Donc voilà, en fait, c'est ça la vision générale de la boucle sociale écologique. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, j'essaye d'actualiser la définition de l'OMS de la santé, parce que vous savez que la définition de l'OMS n'inclut pas la question des écosystèmes. Hein, c'est défini comme un état de bien-être. Alors, il y a bien la dimension mentale et physiologique dans la définition de l'OMS et la dimension individuelle et collective, mais il n'y a pas la dimension humaine et écologique. Et ce que j'essaye de faire avec le concept de pleine santé, c'est montrer que la santé est à la fois individuelle et collective, à la fois psychologique et physiologique, et à la fois humaine et écologique. Voilà. Et ces trois dimensions-là de la santé, donc moi j'appelle la pleine santé, ce qui est très important de faire, c'est d'arriver à établir des continuités entre ces trois dimensions, hein, pour montrer que il y a bien des continuités entre ces trois dimensions de la santé. Et le concept de pleine santé se veut un concept un petit peu plus précis que le concept de une seule santé, parce que One Health, une seule santé, qui s'est vraiment imposé dans la littérature académique et même au niveau institutionnel, à l'OMS, etc. Finalement, une seule santé, elle peut être mauvaise. Au fond, ce qu'on a sous les yeux, c'est une seule santé qui est en train d'être profondément dégradée. Donc, l'idée de pleine santé, c'est quand même l'idée qu'il faut que ce soit positif. Donc, ça a trait avec, à cette question de bien-être qui avait été mise en avant par l'OMS en 1946 et qui est très importante aujourd'hui parce que les projets comme le mien de dépassement de l'économie du XXe siècle par une économie du bien-être, précisément au cœur de cette économie du bien-être, il y a la question de la santé. Voilà. Excusez-moi, c'était une réponse un peu longue, mais votre question, en fait, m'amène à devoir synthétiser l'intégralité de ce livre, Ici la santé guider le monde. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire en relativement peu de temps. J'espère que c'était clair. C'est une question très importante. Moi, j'avais consacré un article, il y a 2 ans à la question précisément de la soutenabilité des systèmes urbains et à la saillance du thème des inégalités environnementales, en milieu urbain, en prenant des exemples précis et centrés sur la France. Bon, la première chose à dire évidemment, c'est que l'urbanisation est une révolution contemporaine, dont la date essentielle est 2007, hein, puisque c'est en 2007 qu'il y a plus de gens qui vivent dans les villes que dans les zones rurales, bon, avec toute la question très compliquée de savoir ce qu'est une ville, hein, puisque vous savez qu'il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est une ville et donc il y a différentes dimensions possibles en fait de ce qu'est une ville. Moi, j'essaye d'éclairer un petit peu ça dans un petit ouvrage qui est paru l'an dernier qui s'appelle La métropole coopérative, où j'essaye de montrer qu'il y a au moins 4 villes différentes. Hein. Il y a la ville fonctionnelle géographique au sens de l'INSEE, la continuité du bâti, la densité de la population et puis le fonctionnement en système. Il y a la ville économique avec la problématique du centre et de la périphérie. Il y a la ville sociologique avec la question de la densité sociale et des interactions sociales. Et puis il y a la ville écologique avec la problématique de la vulnérabilité et de l'adaptation et de l'empreinte. Voilà. Donc toutes ces villes-là, finalement, posent des questions évidemment d'inégalité sociale qui sont absolument majeures. Et en France, pour n'en donner qu'un exemple, la question de la pollution de l'air est aujourd'hui un enjeu essentiel. Et alors avec des inégalités sociales qui, à mon avis, ne commencent juste à être entreaperçues. Parce que donc hier paraissait un papier dans The Lancet sur l'impact de la pollution de l'air sur les facultés cognitives, hein, puisqu'on se rend compte qu'en fait les particules, en particulier les nanoparticules, ont la capacité d'altérer le système neurologique et plus seulement le système respiratoire. Donc c'est une toute nouvelle problématique d'inégalité environnementale. Ça veut dire concrètement que dans un pays comme la France, où vous avez des centaines de milliers d'enfants qui sont soumis à une pollution de l'air qui va bien au-delà des seuils considérés comme acceptables. Vous avez vu que l'OMS a révisé les seuils de dangerosité des PM2,5
en septembre dernier et que désormais, donc elle les a quand même abaissés en les divisant par 3, ce qui veut dire que l'Union européenne est maintenant en retard. Déjà, elle était en retard sur les seuils de 2005 et donc ce qu'on considère comme étant des seuils acceptables de pollution de l'air en France et dans l'Union européenne, c'est déjà très en retard sur, les études épidémiologiques. Mais là, on est encore beaucoup plus en retard et on se rend compte maintenant qu'on a des nanoparticules. Donc ça veut dire que la problématique des inégalités environnementales en France, c'est est-ce que vous avez des enfants aujourd'hui qui sont exposés massivement, par exemple à Marseille, à une pollution de l'air qui va affecter leur capacité cognitive, c'est-à-dire littéralement leur capacité mentale, de mémoire, de connaissance, tout au long de leur existence. C'est plus seulement la question de l'asthme, hein, c'est la question de l'Alzheimer, si je puis dire. Donc là, on est sur des choses qui sont vraiment très précises et il faut bien dire très, très inquiétantes. Donc ça, c'est une illustration. Voilà, la question de qui est exposé aujourd'hui à la pollution de l'air en France, on a des études qui montrent, et comme c'est le cas dans l'Union européenne, que évidemment, c'est les populations les plus défavorisées, que évidemment, il y a une dimension ethnique qui est forte dans cette surexposition, qu'on a bien sûr la question de la proximité avec des axes de trafic très intenses, que par exemple la problématique des Jeux Olympiques, hein, de ce qui est en train de se passer au nord de Paris en termes d'enfermement des habitants dans des axes de pollution qui vont détruire la santé des enfants pendant très longtemps au nom du fait que, comme chacun sait, les Jeux Olympiques, c'est l'avenir de l'humanité. Donc voilà, donc ça par exemple, voilà, cette question de la pollution de l'air, cette question de la mobilité en France et des inégalités en termes de précarité énergétique, par exemple, en termes de précarité énergétique liée à la mobilité. Ça, c'est une inégalité environnementale très, très forte qui est spécifique à la France, qui est liée à l'aménagement du territoire particulier qu'on a en France, qui est grosso modo qu'on a reproduit la mobilité pendulaire de l'Île-de-France en faisant des petits paris absolument partout. Et donc, on a partout des problématiques centre-périphérie avec une énorme mobilité pendulaire qui explique que les émissions de CO2 les plus importantes et qui sont croissantes en France sont liées au transport automobile et que ça engendre évidemment des pollutions atmosphériques qui sont considérables et donc des inégalités sociales majeures. Ne serait-ce que ces deux questions-là, la pollution de l'air d'un côté et de l'autre, la précarité énergétique liée à la mobilité, il y a déjà énormément de dimensions propres à la France sur la question des inégalités environnementales. Bah, ça nous dit une chose très intéressante que l'anglais permet de bien traduire, qui est que wealth, c'est-à-dire la richesse, c'est avant tout health, la santé. Et nous, autres économistes, sommes responsables d'avoir, imposé vraiment, autour de 1934, entre 1934 et 1944, une conception du monde qui est l'économie du XXe siècle, selon laquelle, ce qui compte, c'est le produit intérieur brut et sa croissance. Ce qu'il importe de faire, c'est de le stimuler et de le faire croître par la politique macroéconomique et que le plein emploi, par magie, va apparaître, quand on stimule le produit intérieur brut par la politique macroéconomique. Bon, cette vision-là, qui est encore très largement la vision qui guide aujourd'hui la politique économique et à vrai dire, les débats de société, hein. Regardez par exemple la question de la guerre en Ukraine, hein. On ne raisonne à peu près que en termes économiques, hein, de sanctions économiques, de lutte contre l'économie russe, de est-ce que l'économie ukrainienne va s'effondrer ou pas, de quelles sanctions économiques on va utiliser. On devrait évidemment, par exemple, raisonner en termes de santé, d'indicateurs de santé, pas en termes de est-ce qu'on va réduire le PIB ou pas le PIB. Par exemple, de s'interroger sur le fait de savoir si les sanctions appliquées à l'économie russe peuvent massivement frapper la santé des Russes, qui pour beaucoup n'ont absolument aucune responsabilité dans la guerre qui a été déclarée par ce fou furieux de Poutine. Donc voilà, typiquement, on est dans un monde dans lequel l'économie a colonisé, notamment le domaine de la santé, mais aussi celui de l'écologie, en imposant certains indicateurs qui sont considérés comme les indicateurs supérieurs à tous les autres. Et le produit intérieur brut et la croissance, hein, regardez le débat en France, hein, la seule question qui préoccupe les gens, c'est est-ce que la croissance va tenir ou pas en 2022 compte tenu de ce qui se passe en Europe, alors que ce qui est en jeu, c'est la paix, hein, ni plus ni moins que la paix, et qui n'est pas une petite valeur européenne. Eh bien voilà, la croissance est considérée, le produit intérieur brut, comme l'indicateur suprême. Et ce que je propose de faire dans le livre, c'est de s'interroger sur les vrais indicateurs de développement humain. Et il y en a un très simple qu'on connaît très bien, qui a été inventé bien avant le produit intérieur brut, et à mon avis qui reflète beaucoup plus fidèlement ce qu'est le développement humain, qui est l'espérance de vie. Et l'espérance de vie, d'abord, c'est un nom magnifique, hein, par rapport à produit intérieur brut, enfin, il n'y a pas photo, espérance de vie,
vie, hein. Je crois qu'on est bien dans deux visions de l'humanité qui sont radicalement différentes. Et espérance de vie, bah, si vous prenez l'espérance de vie en France, aujourd'hui, elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, même si j'ai déjà trop parlé sans doute, mais il y a une étude qui vient de sortir qui montre que c'est pas 6 millions de morts qu'il faut déplorer au niveau mondial du fait du Covid, c'est 18 millions de morts. C'est 3 fois plus. Pourquoi? Parce que les chercheurs qui ont fait cette étude comparent les morts qui ont été officiellement enregistrées comme des morts Covid et la surmortalité observée dans les pays. En France, on n'est pas à 130 000 ou 140 000 morts. On est à 170 000 ou 180 000 morts. Dans le monde, dans des pays comme l'Inde, l'Inde dit on a 400 000 morts. L'étude du Lancet montre que la surmortalité, c'est 10 fois plus. Ils ont 4 millions de morts. La Chine dit on a eu 18 000 morts. Peut-être que la réalité, c'est 1 million de morts. Les États-Unis disent on va aller vers 1 million de morts, ce qui est absolument astronomique, et ils vont dépasser ce seuil dans peu de temps. L'étude dit qu'ils sont en fait déjà à 1,5. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de comment on a enregistré les morts du Covid et la mauvaise désignation et le fait qu'on a en fait sous-estimé massivement la mortalité liée au Covid. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espérance de vie a pris un choc absolument massif avec le Covid et beaucoup plus important encore que ce qu'on pense. Et si vous regardez l'espérance de vie en France, alors que le produit intérieur brut a retrouvé son niveau d'avant-crise et qu'on se gargarise d'avoir une croissance à 7, on sait que l'espérance de vie, en fait, évidemment, n'a pas retrouvé son niveau. Et on sait aussi qu'il y a une crise extrêmement aiguë de santé mentale en France. C'est-à-dire que si vous prenez tous les indicateurs de santé, ça vous donne une image beaucoup plus fidèle, en fait, du choc que l'on a encaissé avec le Covid que le produit intérieur brut. Or, nous allons malheureusement vers des décennies qui vont être des décennies de choc écologique, dans lesquelles il va nous falloir des boussoles fiables pour comprendre ce qui se passe et comment les sociétés résistent ou ne résistent pas à ces chocs. Et l'espérance de vie, bah, je pense, c'est un indicateur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fiable par rapport à l'état d'une société au XXIe siècle que le produit intérieur brut. Et si vous regardez l'espérance de vie en France, depuis 2015, en fait, elle stagne. Depuis 2015. Pourquoi 2015? Parce qu'en 2015, vous avez une épidémie de grippe particulièrement meurtrière, donc un virus, le virus, on peut dire, de 1918, de la pandémie précédente, d'il y a un siècle, influenza, le virus de la grippe en 2015 commence à faire des ravages et à révéler, en fait, déjà les comorbidités et l'état de vulnérabilité sanitaire extrêmement grand, en fait, de la population française, qu'on pense à tort en bonne santé et qui est en bien moins bonne santé en réalité qu'on ne le pense. Et donc, je pense qu'il y a en fait un nouvel âge, moi que j'appelle dans le livre l'âge de l'insécurité sanitaire, dans lequel on va avoir des chocs écologiques qui vont venir percuter la santé humaine de façon extrêmement violente, au minimum pendant les premières décennies du XXIe siècle. Et on ne peut pas gouverner des sociétés en état d'insécurité sanitaire avec des indicateurs comme le produit intérieur brut. Voilà, c'est tout simplement, c'est une folie. Et parce que le problème d'avoir des indicateurs, c'est que ça détermine des politiques. Si votre indicateur fondamental, c'est le produit intérieur brut, vous allez tout mettre en œuvre pour le faire augmenter. Ça veut dire que vous allez négliger tout le reste. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des plans de relance de l'économie. Ce pas des plans de relance de l'économie française qu'il faut faire, c'est des plans de revitalisation sociale. Il faut remettre sur les rails, par exemple, des centaines de milliers d'étudiants. Il faut les aider psychologiquement dans des états de détresse qui ont été absolument terribles et dont, bien entendu, ils ne se sont pas remis. Il faut venir en aide aux personnes vulnérables qui ont été encore affaiblies par le Covid, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes politiques que ce soit un indicateur ou un autre. Donc, c'est pour ça que l'indicateur de l'espérance de vie, et en fait, le tableau de bord de la pleine santé, parce que c'est un vrai tableau de bord, il y a l'espérance de vie, mais il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé, il y a les inégalités environnementales, il y a toutes les déclinaisons possibles des inégalités spatiales, sociales et environnementales. Voilà. Ce tableau de bord-là de la pleine santé, effectivement, doit être mis au cœur, mais pas au cœur de la politique sanitaire, au cœur de la politique publique tout court. C'est-à-dire que ça doit devenir ce qui, y compris, gouverne l'économie, en lien avec la question environnementale, bien sûr. L'économie du XXe siècle, c'est pas seulement au niveau macroéconomique, le produit intérieur brut, et cetera. C'est aussi au niveau microéconomique, des nouvelles méthodes pour déterminer des politiques publiques. Par exemple, faut-il ou non construire une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse? Peut-être une question qui éventuellement vous concerne. Faut-il ou pas le faire? Les
l'économie du XXe siècle vous dit: «Eh ben, pour déterminer ça, on va faire une analyse coût-bénéfice». Donc en quoi ça consiste? On va monétariser tous les bénéfices possibles qu'on peut tirer de la construction de cette ligne à grande vitesse. Donc les bénéfices, c'est par exemple le fait de créer des emplois, de relier 2 métropoles, qui, sont relativement dynamiques entre elles, et cetera, et cetera. Et puis donc mettons création d'entreprises, création d'emplois, voilà, création de richesse monétaire. Bon. Gain de temps, hein, aussi, gain de temps par rapport au fait qu'on peut échanger, vitalité de la vie universitaire, que sais-je. Et puis il y a des coûts, hein, qui sont mis en face. Les coûts, c'est par exemple, bah, des coûts en termes de biodiversité, d'écosystème, puisque évidemment il va falloir, dégager le passage pour la ligne à grande vitesse. Mais des coûts aussi en termes de, nuisances pour les riverains, hein, voilà. Et vous allez monétariser ces coûts et vous allez comparer les bénéfices et les coûts ainsi monétarisés, et vous allez, si les bénéfices sont supérieurs aux coûts, vous allez prendre la décision de construire. Voilà. Le problème de cette méthode, c'est qu'il y a 2 étapes qui sont absolument fatales, hein, pour le bien-être humain. La première étape, c'est le fait de réduire toutes les interactions humaines à des transactions marchandes, donc au fait qu'on peut, avoir une idée claire sur des marchés de ce qui se passe et le fait ensuite de les traduire en unités monétaires. Donc et ensuite de les agréger. Donc en fait, il y a 2 choses qu'on fait qui font qu'il y a 2 enjeux essentiels qui vont disparaître. Le premier enjeu qui va disparaître, c'est l'enjeu de la justice sociale. Parce que comme tout est agrégé et comme vous additionnez les coûts les uns aux autres et les bénéfices les uns aux autres, vous ne savez pas par qui sont portés les coûts ou les bénéfices. D'accord? Or, on sait très bien que pour n'importe quel projet d'infrastructure publique, et ça concerne directement la question des villes, évidemment, hein, il y a certaines catégories de la population qui vont être frappées beaucoup plus que d'autres. Ça nous renvoie à la question des jeux olympiques à Paris. Si vous voulez, moi, habitant le centre de Paris, a priori, enfin, je tirerais de ça, enfin, si les jeux olympiques m'intéressaient, mais c'est pas le cas du tout, le plaisir de pouvoir avoir accès à des compétitions de niveau mondial, de façon régulière. Peut-être un peu de nuisance en termes de transport, mais il se trouve que comme Paris est la deuxième ville au monde la plus dense en termes de transport public intramuros, en fait, et que j'ai pas de voiture, en fait, je vais avoir très peu de nuisances. Par contre, les habitants d'Aubervilliers ou les habitants de Seine-Saint-Denis en général, qui eux vont avoir du trafic routier extrêmement intense, de la pollution de l'air et aussi toutes sortes d'infrastructures, enfin par exemple les jardins ouvriers qui ont été détruits à Aubervilliers, donc des aménités environnementales qui vont disparaître, etc., eux vont être beaucoup plus frappés. Si on dit, bah, au fait, on va additionner tous les bénéfices ou tous les coûts sans savoir qui les supporte, vous faites complètement disparaître l'enjeu de la justice sociale. Et ensuite, vous allez tout traduire en unité monétaire. Donc ça veut dire que, par exemple, une nuisance environnementale comme le fait de détruire certaines espèces, de détruire certains corridors, de détruire certaines trames de circulation d'espèces sur la ligne Bordeaux-Toulouse, vous allez accorder un prix à ça. Or, évidemment, c'est impossible. D'accord. Admettons que vous fassiez disparaître certaines espèces particulièrement rares. En fait, il est impossible de monétariser cette perte. Donc c'est une illusion complète, c'est une illusion extrêmement dangereuse et qui donne en fait le sentiment qu'on prend des décisions rationnelles alors que ces décisions sont profondément irréalistes et qu'elles sont profondément nuisibles parce qu'en fait on fait toujours primer la valeur économique monétaire la plus évidemment calculable sur toutes les autres. Et il se trouve que c'est par exemple le fait de créer de la valeur monétaire en créant des entreprises entre Bordeaux et Toulouse. Alors que par contre, toute la question des écosystèmes entre les 2 va être complètement passée à la trappe, alors que même ça peut être une question absolument stratégique pour l'avenir et notamment par rapport à la question du changement climatique dans cette région. Et le fait de faire disparaître certaines espèces ou de dégrader certains écosystèmes va avoir un coût, y compris économique, qui va être colossal pendant les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, parce qu'on aura fait disparaître des infrastructures écologiques qui auraient été extrêmement utiles au fait de pouvoir s'adapter au changement climatique, par exemple. Voilà. Et on ne le verra pas. Donc c'est pour ça que, alors, ce que je propose de faire avec d'autres chercheurs, c'est de raisonner non pas en termes d'analyse coût-bénéfice, mais en termes d'analyse co-bénéfice. Et les co-bénéfices, c'est quoi? C'est de dire, bah, il faut arrêter cette idée qu'il faut faire des arbitrages entre une dimension ou une autre du bien-être humain. Typiquement, pendant le Covid, hein, on nous a bassiné avec le fait qu'il fallait choisir entre la santé et l'économie. Bon, je veux dire, tous les pays qui ont donné, en faisant cette soi-disant arbitrage, donné la priorité à l'économie sur la santé, ont perdu sur tous les tableaux, hein, qu'ont fait les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l'Inde, la Russie
Russie, le Brésil, ça a été des catastrophes sanitaires et d'ailleurs des catastrophes économiques et des catastrophes sociales. À l'inverse, tous les pays qui ont donné la priorité à la santé, parce que tout simplement c'est le cœur du bien-être humain, ont réussi à gagner sur tous les tableaux, à commencer par la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d'autres pays. Donc, il ne faut pas faire des arbitrages entre les différentes dimensions du bien-être humain. Il faut comprendre qu'en fait, elles sont liées les unes aux autres. Et on revient à cette question de la pleine santé comme une notion de continuité entre les différentes santé. Voilà. Et l'idée que, en fait, il n'y a pas à choisir entre la santé mentale et la santé physiologique. Il faut faire des politiques qui permettent d'éviter les morts et les infections, qui également permettent d'éviter les confinements. C'est ce qu'on n'a pas su faire en France, hein. Le jour où on fera le bilan de la gestion catastrophique du Covid par le gouvernement français, je veux dire, de penser aujourd'hui que on ose dire que la France a correctement géré la crise du Covid, c'est absolument invraisemblable. On a été vraiment, enfin, mauvais sur dès le début et à peu près tout le temps, jusqu'au fait de ne pas être capable de faire une campagne vaccinale, alors qu'on sait très bien faire ça et qu'on a attendu 6 mois avant de la faire, ce qui nous a valu la troisième vague du Covid en 2021 qu'on aurait pu éviter. Donc on a fait à la fois des confinements. Pourquoi est-ce qu'on a fait des confinements aussi violents en France? Parmi les plus sévères du monde, avec l'Italie, lors de la première vague, hein, 3 mois de fermeture totale. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout anticipé les indicateurs sanitaires d'infection et de décès, ce qui fait que le système hospitalier était totalement submergé. Donc c'est parce qu'on a négligé la santé physiologique qu'on a dû payer un prix tellement fort en termes de santé psychologique et qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Si vous regardez les symptômes, enfin les symptômes de dépression majeure en France, en fait, ils ont augmenté très fortement avec les confinements. Ils n'ont pas diminué quand on a levé les confinements. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui où il y a enfin une espèce d'effet d'hystérèse de déconfinement qui fait qu'on a encore aujourd'hui une crise de la santé mentale en France extrêmement forte. Donc typiquement, comprendre qu'il y a une continuité entre santé physiologique et santé psychologique, qu'il y a une continuité évidemment entre santé humaine et santé des écosystèmes, que détruire les écosystèmes en prétendant que ça va permettre de renforcer la croissance économique et l'emploi, bah, c'est en fait une folie complète puisque ça va finalement détruire la santé humaine. Et évidemment, de penser que tout ça est une affaire de santé individuelle, c'est aussi évidemment une folie, hein. C'est le message aux États-Unis. Moi, j'enseigne aussi aux États-Unis et aux États-Unis, évidemment, ça a été l'erreur majeure. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était un problème de comportement individuel, qu'il fallait que les gens fassent des gestes individuels et qu'ils allaient s'en sortir, sans comprendre que c'était en fait évidemment une question de santé publique. Donc voilà, c'est vraiment fondamental de comprendre que, cette crise doit nous amener à changer vraiment notre regard sur ces enjeux-là et arrêter de raisonner en termes de coût-bénéfice et d'arbitrage, au nom de la maximisation de la valeur monétaire. Parce que c'est une folie économique. C'est pas juste que c'est une folie écologique et sociale, c'est au niveau économique, on va finir par s'appauvrir de façon absolument dramatique. Alors, oui, je pense qu'on a les marges de manœuvre. Je vais juste peut-être reprendre un petit peu le contexte historique. Quand on regarde, comme économiste ou comme chercheur en sciences sociales, en fait, les grands indicateurs du développement humain que sont, le niveau de revenu, le niveau d'éducation et le niveau de santé, on est vraiment frappé, du décalage entre le XXe siècle et le reste de l'histoire de l'humanité, hein. L'humanité, c'est quand même, relativement ancien et 7 millions d'années. On a des bonnes données économiques, qui peuvent remonter jusqu'à, l'an 0, hein, en termes y compris de santé, d'éducation et de niveau de revenu, hein, donc les 3 composantes du développement humain selon les Nations unies, hein. Vous savez que les Nations unies, en 1990, ont publié le premier rapport sur le développement humain à partir des travaux d'Amartya Sen et l'indicateur de développement humain des Nations unies, c'est essayer de dire, bah, le niveau de développement d'un pays, c'est pas seulement le niveau de revenu par habitant, c'est au minimum aussi l'espérance de vie, donc la santé, et c'est aussi le niveau d'éducation, hein. Et donc, si vous prenez ces 3 indicateurs-là comme vraiment les indicateurs principaux du développement humain, vous voyez qu'au XXe siècle, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue de l'espérance de vie, hein. L'espérance de vie au niveau mondial au début du XXe siècle, c'est 35 ans, d'accord. À la fin du XXe siècle, c'est 70 ans. L'espérance de vie en l'an zéro, c'est quelque chose comme 25-30 ans. C'est-à-dire que vous avez en fait, en un siècle, une multiplication par 2 d'un indicateur qui jusque-là avait augmenté de 5 années dans toute l'histoire de l'humanité.
D'accord. Donc c'est absolument saisissant, de même les niveaux d'éducation. Si vous prenez les niveaux d'éducation dans le secondaire au début du XXe siècle, vous avez 20-30 des gens qui sont scolarisés. À la fin du XXe siècle, c'est 90. D'accord? Le niveau de revenu, c'est la même chose. Donc vous avez quelque chose qui se passe au XXe siècle, qui est une espèce de miracle du développement humain, ce qui est évidemment paradoxal parce que le XXe siècle est compris comme un siècle de destruction terrible avec les guerres mondiales. Mais en fait, c'est un siècle, de progrès, fulgurants, pour le développement humain. Et une des choses qui se passe, c'est que ça se passe pas en fait, c'est pas du tout un miracle, c'est pas du tout quelque chose qui arrive comme ça, une heureuse coïncidence ou quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on met en place des politiques publiques. Et une des révolutions, essentielles que l'on accomplit, c'est à la fin du 19e siècle, le fait de comprendre qu'il y a un nouveau rôle pour l'État et que la puissance publique, c'est pas seulement la puissance publique au sens de Hobbes et du Léviathan, c'est-à-dire protéger la vie au sens de la survie dans un milieu où, comme dit Hobbes, la vie peut être, enfin, brève et particulièrement désagréable, c'est-à-dire qu'on peut mourir concrètement, assassiné par son voisin sans ne rien y pouvoir et on invente à la fin du 19e siècle le welfare state, c'est-à-dire l'idée que l'État n'est pas seulement là comme producteur de sécurité pour garantir la vie, mais pour garantir la bonne vie. C'est-à-dire qu'on dit que, bah, la vie humaine, c'est pas seulement survivre, c'est vivre dans des bonnes conditions. Et au 19e siècle, on invente en Europe l'État-providence, qu'on appelle en France l'État-providence, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le welfare state, ce qu'on appelle en Allemagne l'État social, c'est-à-dire un État qui va commencer à garantir de bonnes conditions d'existence humaine en s'intéressant aux questions essentielles que sont la santé, l'éducation, le logement, la pauvreté, etc. Tout ça n'existait pas avant. C'est difficile de se le représenter, mais je veux dire, ça n'existait certainement pas sous cette forme-là. Et donc, ce qui se passe au XXe siècle, c'est que l'État réinvente son rôle comme producteur de sécurité sociale, d'accord? Et plus seulement de sécurité civile ou physique, et que ça va changer le destin de l'humanité, d'abord pour les pays qui en bénéficient, les pays pionniers, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, rapidement les États-Unis, et ensuite toute l'humanité qui bénéficie des programmes de protection sociale qui s'étendent dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des pays du monde qui ont un État-providence qui assure des fonctions minimales. C'est 30-40 de l'humanité. Bon, c'est absolument considérable. Et ce que je dis simplement, c'est que au début du 21e siècle, il faut accomplir une nouvelle révolution dans le rôle de l'État, qui est plus seulement que l'État doit être un producteur de sécurité sociale, mais aussi de sécurité sociale écologique. Parce que les vrais risques sociaux au 21e siècle, ça va être les inondations, les canicules, les sécheresses, la pollution de l'air, la dégradation du milieu de vie, la question de la bonne ou de la mauvaise alimentation, etc., etc. Donc ça, de la même manière qu'on a réussi à le faire, c'est-à-dire qu'on a réussi à mutualiser les risques pour faire en sorte de réduire les inégalités, c'est qui est une définition possible de l'État-providence, bah, on peut le faire avec les crises écologiques. Ça veut dire repenser complètement la notion de protection sociale pour en faire une protection sociale écologique. Et ça veut dire très concrètement pour la France que si vous regardez les prévisions de Météo France, le risque climatique le plus sérieux, à brève échéance, c'est les canicules. Aujourd'hui, les villes françaises ne sont pas prêtes à affronter les canicules que Météo France nous décrit comme certaines. Ce que ça veut dire que statistiquement, on se rapproche du moment où l'été prochain sera un été caniculaire à 100 de certitude. Voilà. Je ne sais pas si ça va se passer. Ce que je sais, c'est que les 5 ou 6 dernières années ont vu des canicules extrêmement meurtrières, qui sont complètement passées sous le radar. La canicule de 2003, tout le monde s'en souvient. Les canicules de 2019, les gens s'en souviennent pas. C'était pourtant des milliers de morts et des épisodes extrêmement sévères de chaleur intense. Et là, Météo France nous dit, on va avoir une multiplication des épisodes caniculaires. Si vous prenez aujourd'hui le plan national canicule et si vous prenez le registre des personnes vulnérables qui sont censées être tenues à jour dans les villes françaises, puisque c'est dans les communes qu'on est censé tenir à jour un registre avec les personnes vulnérables pour pouvoir les protéger en cas d'épisode caniculaire, bah, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la France n'est pas prête. Voilà. Donc typiquement, ça, c'est un enjeu de protection sociale écologique, d'arriver à avoir une réaction rapide quand la canicule survient pour pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables, à commencer par les personnes âgées isolées. Savoir où elles sont, savoir comment les aider, savoir quoi faire, la question de l'hydratation, etc., c'est essentiel. Voilà. Il y a un livre formidable qui vient d'être traduit en français d'un sociologue américain qui s'appelle Eric Klinenberg
Et l'émission La Terre au carré a consacré un numéro sur France Inter, a consacré un numéro cette parution. Eric Linenberg, c'est quelqu'un qui a analysé en 1900, enfin qui a analysé au début des années 2000 la vague de chaleur qui a frappé Chicago en 1995 et qui a montré en fait tous les ressorts sociologiques de ce que veut dire résister ou pas à une canicule dans une ville. Bah, c'est un livre absolument passionnant. À l'époque, c'était 800 morts, la canicule de Chicago, et Klinenberg montre la différence entre le fait d'habiter certains quartiers, d'être membre de certaines communautés ou pas, dans lesquelles les liens sociaux sont forts ou ils ne sont pas forts, dans lesquels on se soucie ou pas de la personne âgée qui habite au 6e étage, et cetera, et cetera. Et il a été carrément aux enterrements des gens pour faire une autopsie, en fait, véritablement, de ces 800 morts, pour essayer de comprendre, en fait, qu'une canicule, c'est un événement social. Voilà, moi j'appelle ça un événement social écologique, mais c'est fondamentalement un événement social. Et la ville, c'est ça. La ville française aujourd'hui, c'est un espace social qui va être frappé par des chocs écologiques, dans lequel la question essentielle va être l'isolement social. Vous savez que la Fondation de France montre qu'il y a 14% de la population française aujourd'hui qui est considérée comme isolée socialement. C'est 6-7 points de plus qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que l'isolement social progresse en France. Et il progresse notamment parmi les personnes âgées, et il progresse notamment parmi les personnes âgées qui vivent dans les espaces urbains. Bon, bah là, on a un public absolument tout désigné, vulnérable au choc écologique, à commencer par les canicules. Donc ça, c'est un enjeu direct. Voilà, un enjeu immédiat pour adapter notre modèle de protection sociale au choc écologique du 21e siècle. Et c'est vrai en termes de protection sociale écologique, comme c'est vrai en termes de prévention sociale écologique. Hein, vous savez que les sommes qui sont consacrées à la prévention dans le modèle sanitaire français sont dérisoires et elles sont en baisse depuis 10 ans. On est sur 1,5% des dépenses, grosso modo. C'était 2% il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'on consacre des sommes extrêmement faibles à la question de la prévention, alors même que bah, il y a une rencontre qui doit se faire entre l'enjeu de la prévention et l'enjeu écologique. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure sur la question de l'obésité, de l'alimentation, qui ensuite donne les comorbidités quand vous avez le Covid. Hein. Je veux dire, si vous additionnez la pollution de l'air, l'obésité, le diabète et la mauvaise alimentation comme comorbidité face au Covid, bah, vous avez 80% des comorbidités. Or, vous avez évidemment les gens qui souffrent de ces comorbidités-là qui vont être massivement frappés par le Covid. Donc si on parle effectivement de 150-160 000 morts, il y a grosso modo 600 000 personnes qui meurent en France par an. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose comme 10-15% de la mortalité sur 2020-2021. C'est colossal. Donc cet enjeu de la prévention, il est aussi très, très important. Et ça nous renvoie à la question des villes santé, donc j'imagine qu'il va être une des thématiques que vous allez aborder. D'abord, oui, il y a un constat qui est que les sciences sociales, alors l'économie en particulier, les sciences sociales sont en retard sur la question écologique. Les sciences, dites dures, la physique, la biologie, la chimie et cetera, ont fait leur travail, depuis, la fin des années 70, hein. Songez que, enfin, les plus grands climatologues français, Claude Lorius, Jean Jouzel, proposent des visions extrêmement claires de ce qui va se passer au début des années 80. Donc c'était quand même il y a 40 ans. Et nous alertent sur le fait que les crises écologiques, c'est pour le climat, mais c'est vrai aussi pour la biodiversité ou pour les écosystèmes, que les crises écologiques sont en train de s'accélérer, qu'il faut absolument changer nos façons de faire. Et avec ce paradoxe incroyable, qui est qu'aujourd'hui, vous avez 4% des économistes qui, comme moi, sont spécialisés sur les enjeux d'environnement, tandis 4% hein, de la profession, d'accord. Vous avez 96% des économistes qui consacrent leurs travaux à autre chose que ça, tandis que 100% des gens qui s'occupent des crises écologiques disent que le problème, c'est le système économique. Voilà. Donc vous avez un chiasme là qui est absolument fou. Hein. Vous interrogez les gens qui font la science du climat, qui s'intéressent à la biodiversité, les écologues, etc. Ils vous diront tous que le problème, c'est le système économique. C'est la manière dont le système économique repose sur cette idée de croissance économique, de consommation, de production à outrance, de destruction des écosystèmes pour créer de la valeur monétaire. C'est ça qui est le problème central. C'est ça le grand moteur essentiel des crises écologiques. Et en face, vous avez 4% des économistes qui s'intéressent aux enjeux environnementaux. Donc là, vous avez un retard qui est considérable, tout simplement, des sciences sociales. Alors, il y a certaines disciplines
notamment l'histoire, le droit, qui ont fait en fait une vraie révolution environnementale depuis 15-20 ans. En histoire, vous avez eu des travaux formidables d'histoire environnementale. Il y a une école française là-dessus, mais il y a une école évidemment américaine et puis des écoles non occidentales. En matière de droit aussi, vous avez eu énormément de progrès. L'économie a 40 ans de retard à peu près sur ce qui est en train de se passer dans la biosphère. Donc on a besoin des sciences sociales. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'on a besoin de sciences ou de disciplines qui s'occupent de changement humain. Ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui, c'est du changement humain. Le changement environnemental, il est à l'œuvre. Ça, on a parfaitement réussi à le faire, malheureusement, en tant qu'espèce sur la planète. On a réussi à faire un changement environnemental qui est majeur. Ce qu'on n'arrive plus à changer, c'est les sociétés humaines. Il y a une espèce, là aussi, de chiasme tout à fait étrange, où l'inertie n'est plus dans les systèmes naturels, l'inertie, semble-t-il, est dans les systèmes sociaux. On n'arrive plus à changer, à modifier nos trajectoires parce que précisément, on n'a pas fait ce travail sur la science de la transition humaine. Voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Moi, j'appelle ça la social écologie. Il y a plein d'autres écoles, mais en effet, c'est bien changer les attitudes, changer les comportements, changer les valeurs, changer la manière dont on peut consommer, produire, etc. Ça, c'est la science de la transition humaine. Et donc, on a besoin des sciences sociales pour y arriver. Et dans une ville, bah, c'est évidemment l'espace par excellence de cette transition, puisque les villes occupent 4-5% de la surface de la planète et qu'elles concentrent aujourd'hui 60% de l'humanité. Très vite, ce sera 80%. En France, c'est déjà 80%. Donc évidemment, c'est là que ça se joue, hein, puisque on a des espaces hyper concentrés dans lesquels vous avez des interactions humaines qui sont très très denses. Et vous avez évidemment toutes les questions essentielles qui se posent. Les villes, c'est 75% des émissions de CO2, c'est 70% de la consommation d'énergie. Donc voilà, donc le problème est effectivement dans ces villes, et même en termes d'impact et d'adaptation, hein, les plus grands, enfin les espaces les plus vulnérables aujourd'hui sont évidemment des villes, hein. C'est toutes ces méga villes qui se construisent partout et qui sont grosso modo des espèces de cocottes minutes climatiques, puisqu'elles sont exactement à côté de mers, de cours d'eau, etc., c'est-à-dire d'environnements naturels qui sont profondément déstabilisés par le dérèglement climatique. Donc il y a en fait énormément de leviers, à commencer par la question de la mobilité, par la question des déchets. Quasiment toutes les questions écologiques sont des questions qui doivent être traitées à l'échelle des villes, hein. La question de l'invention des nouveaux types de mobilité, hein, qui est un enjeu tellement important en France, c'est dans les villes que ça va se passer, et après, évidemment, bien sûr, dans le fait d'irriguer les espaces ruraux, le retour du vélo. Le vélo, enfin, je veux dire, qui est quand même l'invention technologique, si je comprends bien, la plus géniale du 21e siècle, c'est le vélo. Bon, bah, les villes européennes étaient pleines de vélos au début du 20e siècle, c'est juste qu'on les en a chassés. Il y a des trams et des vélos. De penser que la ville française du 21e siècle, c'est des trams et des vélos, bon, donc c'est-à-dire qu'on a perdu un siècle en mettant des voitures partout, des autoroutes, etc., ce qui en plus a détruit la santé. Et plus le vélo est simple, et plus il est efficace du point de vue de la santé, si je puis dire. Plus il est sophistiqué, plus il est coûteux écologiquement et socialement, hein. Plus vous avez un vélo qui fonctionne avec des batteries et qui va avoir des capacités de traction très importantes, et moins, en fait, vous allez avoir de bénéfices, de co-bénéfices justement sur la question sanitaire. Donc ça, par exemple, c'est un enjeu essentiel. Et s'il y a une grande transformation écologique en France, elle est là, elle est dans la Vélorussion. Donc, et c'est évidemment enfin, l'outil essentiel de la ville santé, ça va sans dire. Mais c'est des choses très simples, la pratique sportive, voilà, le fait évidemment de réduire massivement la pollution de l'air, enfin, toutes ces questions-là, et puis la question de l'alimentation. Mais on peut aussi prendre une direction opposée pour des motifs purement lucratifs et absurdes, comme de faire la ville de l'intelligence artificielle, au lieu de faire de la ville de l'intelligence collective. Et on peut aller dans des villes qui sont des horreurs, avec des dark stores partout, des gens qui vous livrent votre huile d'olive en 3 minutes parce que vous n'êtes pas capable de descendre pour aller l'acheter, des Amazon partout qui vous livrent des colis à n'en plus finir. Voilà, malheureusement, il y a aussi cette pression-là. Donc c'est bien dans les villes aussi qu'on a ce conflit entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle.